Actu, résultats, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde. Bonjour à tous, bienvenue dans le Chant du Coq, le journal du mondial de Midi Olympique, comme tous les jours, dès 8h30. Sommaire chargé et riche encore aujourd'hui, mercredi, avec bien sûr une large page consacrée à nos Bleus. On sera avec notre envoyé spécial dans quelques secondes. L'humeur du jour de Léo Faure de la rédaction de Midol, vous allez voir, bien saignante. Les dernières infos sur le match de ce soir, enfin de cette fin d'après-midi, entre l'Italie et l'Uruguay dans la poule des Bleus. Et puis, bien sûr, toute l'actu à l'orée de 4 jours de matchs magnifiques. Vous allez voir, il y a des affiches sublimes. Mais tout de suite, on retrouve notre envoyé spécial auprès des Bleus. Le Chant du Coq. Analyse, interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France. Direction donc Aix-en-Provence, l'actuel camp de base, en tout cas pour au moins 2 semaines des Bleus. Arnaud Bordelais est avec nous et il est au plus près, littéralement, juste à côté de l'hôtel des Bleus. Salut Arnaud. Salut Thomas, bonjour à tous. Arnaud, Fabien Galtier, le sélectionneur, a donné la composition officielle, bien sûr, même si on en avait une idée avant, de l'équipe de France qui affrontera donc demain soir la Namibie au Stade Vélodrome. Les cadres sont de retour. Sauf un, surprise de dernière minute, Grégory Aldrit, forfait au dernier moment. Le staff a parlé d'un coup sur le genou. Est-ce que toi, tu as d'autres informations sur la blessure du Rochelet ? Ouais, alors pas de panique Thomas, a priori rien de grave. Voilà le message envoyé hier par Fabien Galtier au moment de l'annonce de l'équipe. Évidemment, les épisodes récents concernant Romain Ntamak ou encore Cyril Bay ont montré que Fabien Galtier était sans doute un meilleur entraîneur, un meilleur technicien qu'un docteur, tout simplement. On a donc évidemment sondé l'entourage de Grégory Aldrit. On a passé un peu de temps hier au téléphone avec ses proches. Mais le message est le même. Le Rochelet est ménagé à un simple coup sur le genou qui a un petit peu gonflé. Donc on ne prend pas de risque avec le troisième ligne centre pour ce match contre la Namibie. Son genou est entre de bonnes mains. Il est entre les mains du staff médical et du staff de la performance. Et normalement, Grégory Aldrit, si tout va bien, devrait être de retour le 6 octobre prochain pour affronter l'Italie. Ce sera à Lyon pour ce dernier match. Bon, ça c'est une bonne nouvelle et on est rassuré concernant évidemment l'un des tauliers de ce 15 de France. Au rang des retours, il y a celui de Jonathan Danty, bien sûr, qui va jouer ses premières minutes dans le mondial. Cyril Bay aussi est titulaire. La confirmation de Louis Bielbiarré à l'aile. L'autre fait marquant, et ça j'aimerais qu'on s'y arrête si tu veux bien Arnaud, c'est Cameron Wauki en seconde ligne, seul joueur à enchaîner une 3e titularisation dans cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a une explication à ça ? C'est l'un des tauliers de la touche, mais est-ce que c'est la seule explication ? Alors Thomas, on voit que tu connais bien le rugby, c'est un taulier effectivement dans la touche, il est le leader de l'alignement, mais Fabien Galtier a été interrogé hier à ce sujet en conférence de presse. Il a d'abord expliqué qu'avec son staff, il accordait beaucoup d'importance à la gestion du temps de jeu de ses joueurs. Il a aussi expliqué que Cameron avait encore besoin de retrouver des repères par rapport à la saison passée. Je rappelle qu'il a raté notamment le tournoi à destination pour cause de blessures. Et puis, Fabien Galtier a insisté sur le fait que Cameron Wauki était un joueur actuellement en forme, qu'il supportait bien les charges de travail, qu'il se sentait bien. Et il a expliqué que finalement le Racing One faisait partie de ces profils de joueurs qui sont en capacité finalement d'enchaîner les matchs. Alors voilà pour la version de Fabien Galtier. Il faut quand même le dire, un seul être vous manque et tout est presque dépeuplé. C'est parce que aussi on a perdu le Montpelliérain Willem C sur blessure et que Thibaut Flamand, l'autre gaucher du groupe finalement, joue à droite pour pallier cette absence. Donc Fabien Galtier a raison de souligner que Cameron Wauki évidemment est un joueur qui est en forme, même s'il tarde peut-être à retrouver ses marques dans le jeu courant, il est extrêmement précieux dans l'alignement. En revanche, il faut aussi souligner que s'il n'y a pas d'alternance sur le poste de deuxième ligne à gauche, c'est surtout parce que Thibaut Flamand est obligé de couvrir l'absence de Paul Williams. Ouais, et puis cette stat, un seul ballon perdu en touche sur les 2 premiers matchs, ça montre l'importance de Cameron Wauki. Un mot peut-être sur le programme du jour, Arnaud, pour terminer. Est-ce qu'ils vont aller reconnaître la pelouse du Stade Vélodrome aujourd'hui pour le Captain Run, nos Bleus ? Tout à fait, et ils prennent la direction de Marseille, environ 40-45 minutes de bus pour se rendre au Stade Vélodrome. L'entraînement du capitaine est prévu aux alentours de 13h dans la cité phocéenne. Un premier repérage, une conférence de presse également pour aller à la rencontre des journalistes. Et puis l'après-midi se déroulera tranquillement entre les mains des kinés, balade. On a vu des joueurs très libre, laissé libre en tout cas par Fabien Galtier qui se balade en ville, notamment hier on en a croisé plusieurs. On a vu aussi des joueurs très sympas qui n'hésitent pas à descendre de leur chambre d'hôtel pour venir saluer en général la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine de supporters français
qui restent en permanence au pied de l'hôtel. On a vu hier Melvin Jaminet, on a vu Thomas Ramos, on a vu Charles Olivon venir faire quelques photos avec les enfants, signer quelques ballons ou quelques maillots, vraiment des bleus sûrs de leur force, détendus. Finalement, voilà, c'est le retour des patrons, le retour des cadres, Thomas, demain soir dans la cité phocéenne, au stade Vélodrome, pour, on l'espère, une large victoire face à la Namibie. Tu peux aller signer des ballons toi aussi si tu veux. Ils sont pas loin, hein, les supporters. C'est gentil, on verra. Si j'ai le temps. Merci Arnaud Bordelais, donc l'un de nos correspondants, de nos envoyés spéciaux au plus près des Bleus. Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour. Il nous rejoint sur le plateau du Chant du Coq ce matin. Et oula, Léo, tu m'as l'air un petit peu bougon ce matin. Je vais vous saluer quand même, bonjour à tous. Ça va ? Ça va, ouais, même s'il faut reconnaître que je m'ennuie un petit peu dans cette Coupe du Monde. Alors explique-nous ça. D'où vient cet ennui qui te caractérise ce matin ? Alors pas du tout de ce qui se passe autour des matchs et des tribunes où on voit des stades pleins, on voit des supporters très enthousiastes, une belle fête comme on l'avait promise et peut-être même plus grande. Mais ce qui se passe sur le terrain m'embête un petit peu plus. On nous avait promis, ou en tout cas on avait vu venir, une Coupe du Monde qui devait être celle du jeu, qui devait être celle de la vitesse, de la possession. On a même vu que les Bleus en milieu de mandat avaient abandonné leur jeu de dépossession pour revenir à quelque chose d'un peu plus construit sur des longues séquences. C'était la promesse qui a été faite au terme du tournoi Destination remporté par l'Irlande, qui est capable de tenir le ballon sur de très longs moments, et notamment contre la France, on avait passé les 50 minutes de temps de jeu effectif. On avait un peu cette promesse aussi sur le Rugby Championship, et il se passe tout l'inverse. Des productions assez frileuses, des échanges infinis de coups de pied dans ce ping-pong rugby qui a à peu près le seul intérêt de nous ennuyer et de nous endormir, et on ne voit pas grand-chose d'autre. Qu'est-ce qui vient de cet état de fait ? C'est quoi ? C'est déjà les favoris, les cadors qui sont un cran en dessous de ce qu'on attendait ? Ce sont même surtout les cadors. Je ne sais pas s'ils sont un cran en dessous, mais dans les intentions et dans ce qu'ils proposent comme partition, il y a vraiment une tendance à ne pas prendre de risques, à très vite et multiplier les coups de pied. On en a vu énormément, on en a vu plus de 50 je crois entre la France et la Nouvelle-Zélande, dans un match qui a péniblement atteint les 25 minutes de temps de jeu. Voilà, c'est dire que ce spectacle qui nous était promis, on est très loin du compte. L'Afrique du Sud, qu'on avait vu pourtant beaucoup plus ouverte sur le Rugby Championship, avec un rugby beaucoup plus dynamique, a quand même refermé. Alors je ne m'arrête pas sur les 80 points qu'ils ont mis le week-end dernier, mais son premier gros match contre l'Écosse, on a vu une prestation maîtrisée, quelque chose qui était bien fait, mais pas franchement enthousiasmant. Le Pays de Galles, l'Angleterre, l'Australie sont très loin du niveau qu'on pourrait attendre de ces équipes-là, même si ça, c'est pas nouveau, ça date depuis plusieurs mois. Et globalement, c'est vrai que les cadors, je trouve, hormis l'Irlande, qui a été plutôt très à son avantage, et nos amis fidjiens, mais ça, on va y revenir, on voit des matchs assez ternes. Alors, est-ce qu'il y a quand même une pointe de joie, une pointe de soleil à mettre dans cet état de fait un petit peu brouillard, on va dire ? Oui, je les ai évoqués, les Fidjiens, qui ne maîtrisent pas tout, qui font beaucoup d'en avant, mais qui ont quand même gardé ce rugby, cette identité de rugby qui est la leur et qui les caractérise, avec beaucoup de mouvements, beaucoup de vitesse, beaucoup de rugby offensif, et s'il le faut depuis leurs 22 mètres. Il faut leur rendre cet hommage. Les deux matchs des Fidjiens, que ce soit face au Pays de Galles ou face à l'Australie, ont été des rencontres très plaisantes, et c'est pas un hasard. Je mettrai aussi en avant deux nations plus petites et pour lesquelles on se prend un petit peu de passion, c'est le Chili et le Portugal. Peut-être les deux plus petites nations avec la Roumanie de cette Coupe du Monde, ça fera 3 avec la Roumanie, mais qui ont proposé un rugby très enthousiasmant, fait d'initiative, fait de prise de risque, qui leur a permis d'être dans le match en plus pendant une mi-temps, parfois 50 minutes. Alors après, effectivement, il y a un écart qui est trop grand, un écart notamment physique, qui fait que ces deux nations craquent sur la dernière demi-heure et finissent par prendre des points. Mais au moins, en termes de spectacle, on a pris plaisir à aller les voir jouer, et on prendra plaisir à retourner les voir au stade. En tout cas, est-ce que ça va évoluer ? C'est une grosse session de match qui nous attend dès ce soir et jusqu'à dimanche, avec des affiches exceptionnelles. Ce sera le moment peut-être de te faire mentir, Léo. En tout cas, on l'espère tous. Merci à toi. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. C'est la seule affiche de la journée, elle nous intéresse puisque c'est dans le groupe des Bleus. Les vaillants uruguayens défient l'Italie aujourd'hui à 17h45 à Nice. En cas de victoire, les Italiens prendraient la tête en attendant le match des Bleus, mais surtout s'offriraient le droit de rêver avant de défier les All Blacks dans une sorte de finale pour la qualif en quart. Un match que les Bleus ne manqueront évidemment pas de regarder. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. Nicolas Ogo, donc spécialiste de la Nouvelle-Zélande pour Midi Olympique, l'occasion de faire un premier bilan à mi-parcours pour les Néo-Zélandais exempts cette semaine. Nicolas,
2 matchs, une défaite inaugurale face à la France, une victoire large face à la Namibie. Où en sont ces All Blacks ? Cette défaite inaugurale face à la France a démontré quelques lacunes dans le jeu néo-zélandais. On s'y attendait parce qu'ils sortent de 2 saisons un peu difficiles. Et puis cette victoire face à la Namibie, effectivement très large au score, mais est-ce qu'elle a vraiment apporté des réponses ? Alors certainement sur le chantier offensif, on a vu des belles choses, mais face à la défense namibienne, il faut quand même relativiser. Mais surtout, on a vu les mêmes errances, les mêmes lacunes que face à la France une semaine plus tôt, notamment dans le secteur de la discipline, qui est leur vrai point noir depuis leur arrivée en Europe. Puis si on considère le dernier match de préparation face au Box à Twickenham, les All Blacks sont beaucoup pénalisés, 12 pénalités face à la France au Stade de France, ce qui pouvait être compréhensible puisqu'ils ont été mis sous pression, mais on retrouve encore 12 pénalités et 2 coups francs concédés face à la Namibie à Toulouse au Stadium, face à une équipe qui ne les a pas vraiment mis sous pression. Donc cette indiscipline est chronique, elle n'est pas due à l'adversaire. Les Blacks n'arrivent pas à gérer ce problème-là et notamment ça s'est concrétisé en plus avec un carton rouge pour Ethan de Groot lors du 2e match. Qui sera absent pour 2 matchs. Alors évidemment, les All Blacks déclenchent toujours l'hystérie autour d'eux, 10 000 personnes pour les voir à l'entraînement à Bordeaux. Ils sont 2e favoris pour les bookmakers. Est-ce que ces All Blacks, ils ont vraiment ce qu'il faut, Nicolas, de ce qu'on voit depuis le début, pour aller au bout ? Oui, après ça reste quand même les All Blacks, ils ont démontré un fort potentiel offensif, ils peuvent toujours marquer très vite, c'est cette capacité à concrétiser la moindre munition qu'ils ont pour aller derrière la ligne. On l'a vu face à l'équipe de France où ils ont marqué en 3 minutes, même pas 3 minutes le premier essai de la rencontre. Ils ont toujours ce talent offensif. En revanche, il va falloir gérer cette indiscipline puisque face à la Namibie par exemple, ils ont concédé énormément de pénalités, donc ça a donné des pénales touches pour la Namibie qui a pu venir se créer 7-8 véritables occasions d'essai. Alors face à un pack namibien un peu moins puissant que les grandes nations de la planète rugby, ils ont réussi à défendre leur ligne et à ne pas encaisser d'essais, mais on peut se poser la question face à une équipe comme les Box ou comme l'Irlande, est-ce qu'ils pourront préserver leur ligne s'ils doivent défendre 7-8 pénales touches dans une rencontre ? Ça reste à démontrer. Pour terminer, un mot sur l'état des troupes. Tu l'as dit, bon, pour De Groot, c'est un carton rouge et c'est 2 matchs de suspension. Ce sera contre l'Italie et l'Uruguay. Il sera normalement de retour sur un éventuel quart de finale. Pour le reste, les blessés reviennent. Comment se porte l'effectif des All Blacks ? Ian Foster espère bien pouvoir compter sur son capitaine Sam Cane, sur Jordi Barrett, Shannon Frizzell et Tyrell Lomax, surtout son pilier qui était absent depuis le début de la compétition pour une énorme coupure au genou face au Box lors du dernier match de préparation. Tous ont repris l'entraînement, tous se sont entraînés par exemple à Bordeaux ce lundi, même si la séance n'était pas très poussée. Je pense qu'on en saura plus sur les 2 dernières séances de cette semaine de repos où les Blacks comptent bien remettre de l'intensité physique pour recharger les batteries. Ils espèrent que tous ces joueurs puissent répondre favorablement lors de ces 2 tests grandeur nature presque pour pouvoir postuler dès l'Italie puisque les membres du staff des Blacks l'ont bien précisé, c'est peut-être le match le plus important où la pression va être le plus forte pour les Blacks depuis plusieurs mois, presque plusieurs années. Le Chant du Coq, tous les matins en podcast. Toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby. Dans le reste de l'actu de ce mondial, on commence par une compo donnée très à l'avance, celle des Springboks. Et on a sorti l'artillerie lourde du côté des champions du monde en titre pour le match de ce premier tour face à l'Irlande samedi. À noter le retour de blessure d'Eben Etzebeth et un banc à 7 avant pour un seul 3/4. Autant le dire tout de suite, ça va cogner dur au Stade de France. Et une belle initiative pour finir de la part de la région Occitanie dans le département du Lot, 70 places offertes aux personnes âgées et en situation de précarité pour le match Géorgie-Portugal de samedi à 14h au Stadium de Toulouse via le Secours Populaire